avec nous. Donc, on nous dit que le patient est prêt. Ah oui, je vois effectivement le docteur Olivier Choquet et le docteur Mathieu Capdevilla. Donc, c'est très bien. On vous laisse la parole. Allez, c'est parti. Parfait, donc là, Donc, Olivier, tu vas faire un petit repérage de la vessie, c'est ça? Et quel outil tu vas utiliser là? donc là, en fait, on va utiliser le VScan R que vous voyez. Bon, aujourd'hui, c'est l'opulence, hein. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai ce V-Scanner depuis 2 mois. Laurent pourra en dire un mot tout à l'heure, puisque lui aussi, il a investi dans les appareils comme ça, ultra portables, qui est connecté à mon téléphone. Vous voyez, je vais le poser en quelques instants. Le monsieur avait fait pipi avant de descendre. Hein, et vous voyez là la vessie. Et bon, c'est une chose qu'on avait publiée avec Xavier. Il y a quelques années, en quelques secondes, on peut faire une estimation du contenu vésical. Là, on a 100 à 150 millilitres. Alors, dans la vraie vie, je l'utilise quand le matin, vous savez, on a une dizaine d'échographes, mais parfois on a 2 salles qui démarrent en même temps. Et c'est très pratique d'avoir l'appareil portable dans une salle. Et avec le V-scanner, on peut faire ce genre d'échographie de débrouillage ou un bloc axillaire à condition. Donc là, j'ai pas couvert la sonde, j'ai pas pris de précaution d'asepsie. C'est pas une ponction, c'est juste un éco-repérage. Hein. On avait essayé de regarder l'estomac juste avant que vous arriviez, mais donc ce monsieur qui est un petit peu corpulent, là on devine de l'air, il y a pas mal d'air, donc l'écho gastrique, on va dire qu'elle n'est pas contributive. Voilà, là on devine, c'est probablement le côlon, et on devine juste à cet endroit-là, la zone blanche que vous voyez, c'est l'estomac. Donc l'échographie chez ce patient est un peu de mauvaise qualité, mais j'ai fait avec les 2 appareils, avec le portable et avec l'échographie usuelle, et j'ai pas eu une image très contributive. Donc je ne peux pas me servir chez lui de l'écho gastrique pour modifier mon plan d'anesthésie. Donc vous voyez ces petits appareils qui sont en train de... Ils s'en distribuent beaucoup dans le privé. Nous, on a un peu plus de mal à faire l'investissement à l'hôpital parce que c'est sur des plans d'équipement. Alors que pour les gens qui travaillent dans le privé, c'est assez facile d'investir sur des appareils qui ont des coûts de quelques milliers d'euros et qui facilitent l'ergonomie et le quotidien. Christophe Aveline, par exemple, le prend en consultation anesthésie. C'est assez amusant. Je vais te passer la main. On va donner à Eva mon téléphone et puis le V-Scan R. Et puis, je remercie encore G de nous avoir permis de faire tout ça, parce que c'est grâce à l'équipe de G qu'on a pu installer tout ce matériel. Hein. Donc, on les remercie vivement. Et puis, en plus, ils nous ont amené des dispositifs pour avoir encore plus de souplesse dans le travail et d'avoir pu équiper plus de salles. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, Mathieu? Et bien, ce patient, il vient pourquoi, du coup? Alors, ce monsieur, il a une infection de la hanche. Sa dernière échographie cardiaque date de plus d'1 an. Il a donc une première intervention, une reprise, et aujourd'hui, on le reprend de son spacer. Au niveau, il est asymptomatique, hein, il y a un surpoids important. Mais alors, ce que je fais d'habitude sur ce style de patient, moi, je ne me suis pas mis vraiment à l'éco-cœur, je suis vraiment un débutant. En revanche, dans le service, on a tous des étudiants, des internes qui sont maintenant pas mauvais du tout. Et c'est assez fréquent que j'appelle Philippe ou Biboulet ou un des anesthésistes réanimateurs rompus à l'échographie cardiaque pour nous guider si on a besoin d'un monitorage Péroz, nous donner quelques informations, regarder les valves, comment sont les valves, éventuellement le remplissage, ça serait pas mal. Bon, après, le but, c'est de faire des choses simples. Hein. On ne va pas se mettre à la place des cardiologues, bien évidemment. Donc, on essaie d'avoir une coupe 4 cavités. C'est la coupe simple sur laquelle on peut faire la plupart des mesures. Donc, on a ici... C'est bon pour vous? Si j'arrive à prendre la main... Donc, évidemment, le ventricule gauche ici, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. Qu'est-ce qu'on voit déjà à ce niveau-là? On voit un ventricule gauche qui se contracte. On n'est pas obligé d'aller chercher exactement le pourcentage de FEVG. Là, on voit clairement qu'on a une bonne contraction ventriculaire, qu'elle soit à 50, à 60 ou à 53%. Ça n'a que peu d'intérêt. Ensuite, deuxième chose qu'on voit à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas de d'épanchement péricardique. On n'est pas dans une situation de tamponnade. Et troisième chose qu'on peut voir rapidement, directement à ce moment-là, c'est le cœur droit. On n'a pas de cœur droit aigu, de cœur droit dilaté qui viendrait comprimer le ventricule gauche à ce niveau-là. Ensuite, si on veut pousser un petit peu et passer au niveau 2, si on peut dire ça, c'est
essayer de mesurer un petit peu les flux qui vont passer au travers de la valve mitrale. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle l'onde E, et ensuite l'onde A, l'onde E et l'onde A. Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à savoir si on a un flux sanguin qui est très élevé au travers de cette valve mitrale et qui pourrait nous indiquer un état de surcharge globale. Donc là, ce n'est pas le cas, on est à 0,8 et on est à 1. Donc si on a une onde E qui est très supérieure à l'onde A, et ensuite on le verra, le rapport entre le passage de flux et la fonction diastolique d'aspiration du VG, on peut estimer un état de surcharge ou pas. Donc étape numéro 1, onde E à 0,8, qui reste dans les normes. C'est-à-dire qu'avec ça, on ne peut pas se dire si le malade est trop plein ou s'il est trop vide. On va revenir sur l'image de base ici. Et on va essayer de trouver... Alors, c'est pas ici. On essaie de capter la fonction diastolique, c'est-à-dire la fonction de dilatation du VG. Parce que ce flux qui va passer au travers de la valve mitrale, il est dû à deux choses. Il est dû à la fois au volume et à la pression générale de liquide qui va passer au travers. Et ensuite, il est dû à l'aspiration de ce VG qui va aspirer donc le liquide à l'intérieur. Et donc ce rapport entre les deux pourra nous indiquer si on peut remplir ce malade ou pas. Donc on va retrouver notre couple là. Alors après, sur cet écho, comment on fait un TDI? Alors d'habitude, tu utilises le vivide, hein, Mathieu? Ouais. Hein, donc là, voilà, il va nous donner un petit coup de main pour te mettre sur le bon... voilà. Donc un TDI, c'est le Doppler tissulaire. Hein. C'est ce qu'on va utiliser pour capter l'onde E'. Donc l'onde E', c'est une onde négative à ce niveau-là. Donc là, on a 0,9. Donc on avait tout à l'heure 0,8, 0,9. Donc ensuite, on fait le rapport E sur E'. Et là, on va être aux environs de 10, c'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à la question. Si on était inférieur à 5, ça veut dire qu'on a un malade qui est hypovolémique et pour lequel on peut se permettre et même recommander de réaliser un remplissage vasculaire. Si on était supérieur à 15, on dit qu'un patient est plutôt en surcharge, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas le remplir. D'accord ? Donc là, on a un patient finalement qui n'a pas un profil très septique, on n'a pas une hypercontractibilité du VG, on n'a pas un état d'hypovolémie qui pourrait être entraîné par la vasoplégie. C'est rassurant pour vous, ça, monsieur, hein? Il dit que tout va bien. Un vous allez faire un centenaire. Supplémentaire qui peut nous aider, c'est, pour terminer, c'est l'ITV sous-aortique. Alors, mesure ici, valve aortique, trace, j'imagine. On va essayer de prendre le plus joli. Hop là. Donc là, c'est l'air sous la courbe en fait, du flux aortique. Donc on a une ITV qui est aux alentours. Bon, je pense que j'ai pris assez large. Là, on est à 20. Je pense que si j'avais un peu plus serré ma courbe, on serait aux alentours de 18. Donc c'est le reflet, l'ITV, du débit cardiaque. Donc là, on a un patient qui a un bon débit cardiaque. Les normes, on va dire, c'est entre 14 et 18, 15, 20. Si on est plus bas, on a un patient qui a un débit cardiaque qui est altéré. Si on est au-delà, on a un patient qui est hyperkinétique, avec un débit cardiaque qui est plutôt élevé. Donc là, on est sur une tranche plutôt haute, ce qui peut être cohérent vis-à-vis d'un état septique. Okay. Ensuite, si on arrive, on peut voir la veine cave inférieure, qui est le dernier élément qui peut nous aider à savoir si on a un état d'hypovolémie ou pas. Mais chez lui, on a vu tout à l'heure que c'était difficile à capter. On a une petite distension des anses intestinales. Le monsieur m'a dit en plus qu'il y avait des petits soucis de transit. Hein, oui. Ça restera entre nous, on ne le dira à personne. Bon, je vais gérer ça en post-opératoire aussi. On va vous aider quand on est dans un lit, c'est pas confortable. On a du mal à voir clairement, peut-être une idée là on va enchaîner si tu veux, Mathieu. Ouais, si donc là, les informations qu'on a pu obtenir, c'est que on a un patient qui a un profil,
septique, mais qui n'est pas non plus gravissime. On a un débit cardiaque qui est conservé, on a une très bonne fonction cardiaque. On peut se permettre un remplissage en péropératoire sans se dire qu'on va entraîner un OAP. Plutôt rassurant. Je te remercie, ça correspond à la clinique. Hein. On le pressentait en clinique, mais on a associé un examen simple. Alors maintenant, on va passer à l'étape presque finale, parce qu'il est 12h37. On avait dit qu'on ça. Oui, voilà, monsieur, c'est l'apéro. Je vous ai mis de la pina colada. Un petit clin d'œil à mon ami Arnaud Allouin à Lille. Et donc, on approfondit un petit peu la sédation. Et vous allez nous aider à vous tourner un petit peu, ou vous êtes trop cuit, là? Je vous ai un peu assommé. Ben, vous tournez vers Mathieu. Vous me tournez le dos, comme si vous m'en vouliez. Voilà. Ça va pas être facile. Oui, oui. Allez, on va tirer sur la jambe gauche. Donc là, c'est le côté un peu, parfois compliqué du métier. Hein. On va cacher les fesses du monsieur avec un drap pour le caméraman. Prends peut-être celui-là. Donc là, c'est quoi? On va faire un bloc lombaire postérieur, ouais, c'est ça? On va faire un bloc lombaire chez un monsieur qui pèse 120 kg. Voilà. Donc, on va utiliser la sonde basse fréquence. Tu vas te mettre à 10 cm de profondeur. Je vais passer devant vous pour prendre le chariot qu'on a préparé. Vous voyez, j'ai 2 neurostimulateurs. L'incident le plus fréquent de tout ça, là, je vais faire neurostim. Oh, non, ça va, s'il tienne, si quelqu'un me le tient. Vous me refaites un peu de K, de 10 ou 20 mg pour la sédation, hein, pour que ça soit vraiment de la pina colada. Pas de morphinique, pas de midazolam hein, chez des patients un peu comme ça. Donc là, je vais avoir mon neurostimulateur. Je vais l'allumer. Et je vais régler à 1 milliseconde la durée de stimulation. Je ne cherche pas à avoir 0,3 à 0,1 milliseconde, d'être au contact du nerf. Je cherche à injecter dans le psoas. Mon but, c'est d'injecter dans le psoas et de vérifier. Donc là, vous n'avez pas de bruit parce que ce n'est pas connecté. Donc ensuite, on avait déjà couvert la sonde. Je vais être optimiste et je vais partir sur une aiguille de 100 mm. Par expérience, c'est assez rare, si on pique hors du plan, qu'on ait, même chez un patient qui pèse 120 kg, d'avoir le plexus lombaire à plus de 10 cm de profondeur, parce que je vais faire une ponction, encore une fois, hors du plan. Donc je vais nettoyer son dos. Vous avez, ici on voit le pansement de la hanche. Voilà, c'est bon, merci, j'avais prévu. Voilà. Donc c'est un bloc que j'ai commencé à faire à l'époque en neurostimulation seule avec mon ami Jean-Louis Feujas à Marseille, qu'après Xavier avait publié dans Anesthésie analgésia ou anesthésiologie, il va me gronder parce que je me souviens plus, un raffinement de la technique en neurostimulation, et l'écoguidage est arrivé et a perturbé tout ça, hein, a changé un peu tout ça. Donc tu veux bien me passer la sonde ou m'approcher, voilà. Voilà, alors c'est là, et puis me donner du fil à retordre. Voilà. Monsieur, ça va? Ça dort? Bon, il répond plus. Il y a 2 techniques d'abord du plexus lombaire. La première, elle avait été décrite par Manoj Karmakar, on appelle ça le trident. Et puis l'autre technique, c'est la technique du shamrock, donc du trèfle. L'avantage du trident, c'est qu'on peut repérer vraiment le niveau de ponction à partir du sacrum. L'avantage du shamrock, c'est que le bloc est un peu plus superficiel, une approche transversale au-dessus de la crête iliaque, mais par contre, le niveau de ponction est souvent un petit peu plus élevé. Donc moi, j'ai appris la technique qu'on avait publiée avec Xavier, la technique du trident, en sachant que là, on risque d'être un peu dans les limites de la procédure. Donc je vais essayer de repérer, alors je m'oriente déjà, le côté céphalique. Je vais mettre le côté céphalique à droite de l'écran, et puis je vais essayer de trouver cette ligne continue qui est à gauche, c'est le sacrum. Donc quand j'ai ça, après je vais étaler le gel. Voilà, ça me donne juste une idée de la profondeur des processus. Voilà, le rachis, vous avez le rachis qui a 8 cm de profondeur, là, 8. Donc j'ai 2 des épineuses. Alors je vais essayer de trouver les épineuses, ça me donnera une petite idée, elles doivent être là. Puis je pars latéralement. Ouais, et alors ben voilà, rien ne passe. Hein. Là vous avez. Alors c'est pas lié aux échographes, hein,
c'est les échographes exceptionnels, mais vous n'avez aucun ultrason qui passe en profondeur. Donc ce qu'on peut faire, c'est diminuer la fréquence. Donc je vais jouer avec, en mettant pénétration, essayer de baisser la fréquence. Je vais tricher un petit peu en augmentant le gain, mais je m'en doutais, hein, je savais que je partais sur je savais que je partais sur quelque chose d'assez compliqué. Et donc, vous voyez que j'arrive juste à avoir un tout petit peu les lames, j'arrive à avoir son sacrum. Donc sacrum, voilà, je dois être au niveau de L4, L5, ça correspond, et il n'y a rien qui passe. Donc c'est les limites de l'échographie. Alors, je vais essayer de tricher, je vais passer dans l'autre technique. Quand vous échouez d'un côté, il faut essayer l'autre, hein. Si vous vous plantez d'un côté, ben on va essayer de regarder si on arrive à faire quelque chose. Donc là, je me suis mis en shamrock. C'est rare, c'est presque vexant pour moi, mais c'est la vraie vie, donc je vous fais la vraie vie. Et donc, vous voyez qu'il y a la peau, le tissu sous-cutané. Quand il respire, vous voyez que ça bouge. Tout ce qui bouge, c'est la graisse rétro-péritonéale. Donc c'est un très très bon élément. Vous voyez, arrivez à voir où je suis là. Je suis presque sur le flanc. Je suis sur son flanc. Et puis je vais venir en arrière et je vais chercher la fin. Voilà. Je vais chercher la fin de ces muscles. Je cherche la fin de ces muscles. Vous voyez qu'à droite de l'écran, ça respire. À gauche, ça ne respire pas. Et je suis presque à 10 cm de profondeur. Donc mon aiguille de 100 mm, c'est bien ce qu'il me faut. Je vais prendre une 150. Hein. Donc je vais changer d'aiguille. Je l'avais préparée là, elle est ici. Tiens Mathieu, tu vas me l'ouvrir. Et puis on va changer. On va prendre l'aiguille de 150 mm. Je suis encore dans les temps. Il est 12h43 pour finir à 13h. Hein. Donc personne m'en voudra encore. Voilà, on va prendre l'aiguille de 100 mm. Tu vérifies la profondeur de la sédation. L'image va disparaître, mais je vais la récupérer. Je vais purger l'aiguille de 150 mm. Voilà. Et vous avez vu, hein, il y a deux techniques. Et là, j'utilise la technique parce que j'ai une petite fenêtre en latéral, en shamrock, que je n'avais pas avec la technique du trident. Donc là, je vais augmenter le courant de stimulation. Voilà. Alors, j'hésite maintenant parce que c'est savoir si je passe par derrière et que je viens. Alors, pour venir me planter, le truc blanc que vous avez au fond, c'est son psoas. La grosse structure blanche qui est à 10 cm de profondeur et qui ne bouge pas, voilà, c'est son psoas. Au-dessus, il y a toute la graisse rétro-péritonéale. Et normalement, le muscle le plus noir, c'est le carré des lombes, qui est possible qu'il soit un tout petit peu... Après, si je vais en arrière, là, j'arrive même pas à avoir bien un processus costiforme. Ah, je vais le mettre là, à cet endroit-là, j'aurai probablement les processus costiformes des vertèbres. Hein. Donc le shamrock est par là. Donc je présume que ça, c'est son psoas. Et donc je vais aller viser la partie presque centrale, un peu postérieure, un peu en arrière, maintenant un peu en arrière. Voilà, en arrière, pas en profondeur, ici. En arrière, en arrière. Ça, c'est l'avant, l'arrière. Voilà. Je vais essayer de viser la partie arrière du psoas. Alors, je vais piquer hors du plan. Donc, encore une fois, ce qui peut paraître un peu perturbant pour les gens qui ne sont pas habitués à ces procédures. Et voilà, donc je vais passer contre ma sonde, toujours. Voilà. Voilà, on va refaire un peu de sédation. Parfois, le plus délicat, c'est le passage de la peau. Hein. Excusez-moi, monsieur. Donc vous avez vu que le patient est toujours il est bien réveillé. Hein. La sédation est absorbée. Alors le muscle le plus noir en surface, c'est le muscle carré des lombes. On va faire voilà, un petit peu de cas pour avoir la pina colada. Hein. Voilà. On va attendre que ça arrive. Mon but, là, ça va être de mettre l'aiguille dans le psoas, dans la structure blanche que vous avez au fond. Et là, si tu peux geler, Mathieu, si tu peux geler l'image, voilà. Et on va prendre la mesure. Donc, probablement qu'ici, vous avez la vertèbre. Ici, son psoas. Hop, ici, son psoas. Et après, quand on remonte, voilà, le carré des lombes qui est dans cette zone-là. Donc, de toute façon, on va avoir des réponses musculaires en même temps. Alors là, vous entendez peut-être un bruit qui est le bip-bip du neurostimulateur. C'est bon, je vais passer la peau. Maintenant, on va tester. Voilà, tac. Voilà la réaction du patient. Donc le courant passe.
Alors vous allez voir simplement pas grand-chose parce que je suis hors du plan. Alors là, c'est amusant, c'est les contractions des muscles. Refais un petit quelque chose. La contraction des muscles. Non, non, ça fait pas mal, monsieur. Ça fait pas mal. Non, 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 non. Donc ça, en fait, ils sont les stimulés. Les stimulés. Hop, j'arrête la stimulation. Midazolam. Beaucoup de patience en anesthésie loco-régionale. La patience et l'humilité. Alors on restimule, voilà, je pense que... Voilà, donc ça c'est les muscles de la paroi abdominale. C'est normal parce que je suis en surface. Je vais juste faire ça pour que vous voyez ce qui se passe. Alors je vais essayer de remettre à l'écran mon psoas. Vous voyez les contractions musculaires, je m'enfonce. Voilà. Maintenant que monsieur dort, je vais pouvoir... Voilà. Je suis tout au fond là-bas, contre les processus épineux des vertèbres. Alors. Voilà. Alors, regardez, tournez votre échographe vers la jambe du monsieur. Donc, visez les pieds du monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Et vous avez, croyez-moi sur parole, moins que ça, vers la cuisse, le genou, si vous voulez bien. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, j'ai une contraction parfaite. Vous avez l'impression que c'est derrière, mais croyez-moi, Mathieu, tu peux confirmer, c'est une contraction du quadriceps. Ah oui, on a bien le quadriceps qui se contracte. Je baisse l'intensité. T'as combien là je suis à 1,6 mA, mais ça me suffit. Je suis dans le psoas et j'ai une réponse du psoas. Alors là, je vais faire quelque chose d'assez atypique. Alors, ce qui sonne, c'est la fréquence respiratoire, vous inquiétez pas. Je vais injecter d'abord un peu d'anesthésique locale. Voilà, donc on a vu un flash. Je vais aspirer parce que je suis quand même en profondeur et je vois absolument pas les vaisseaux. Et ce que je vais faire d'assez atypique, je vais injecter un peu d'air. Donc regardez bien l'écran et normalement vous devriez voir arriver l'air à l'écran. On n'a pas de chance parce qu'on ne le voit pas arriver, donc je vais en remettre. Hop. Hop. Je vais aller plus en avant parce que normalement dans l'axe de la sonde, je devrais voir arriver. Alors. C'est presque vexant parce que GLR n'apparaît pas à l'écran. Donc le test que je voulais vous faire ne marche pas. Ça va, monsieur? Je augmente l'intensité, ça va réapparaître. Ça n'a pas d'importance en soi. Je vais ressortir un peu. Alors moi, je vois des petites choses. Je vois mon injection, mais c'est très difficile. C'est à gauche de l'écran, à 10 cm de profondeur. Si tu peux montrer juste en... Voilà, c'est là. Donc là, j'ai utilisé l'échographie couplée à la neurostimulation. Et donc, je ne cherche pas le mieux et l'ennemi du bien. Voilà, j'ai la réponse qui réapparaît, c'est super. Donc, je suis passé en avant. Je vais ressortir. Et je vais essayer quand même de vous montrer à l'écran. Voilà, vous avez vu passer l'air, là, ça y est? Ou pas? Ça a été assez rapide. Je vais encore ressortir. Voilà, moi, je vois la diffusion, mais bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude... Voilà. Donc là, vous avez une réponse de type fémoral, en ayant positionné mon aiguille dans le gros truc blanc au milieu de l'écran qui était le psoas. C'est pas un bloc de débutant. Franchement, c'est un bloc d'anesthésiste expérimenté. C'est chaud les marrons, parce que là, j'ai quasiment fait à l'ancienne. Je me suis adapté, j'ai fait la technique du Shamrock, parce que par voie postérieure, vous voyez, avec l'aiguille 250, j'étais à 12 cm. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Malheureusement, je n'avais pas le patient, malheureusement. C'est la vie, c'est la vraie vie. On n'avait pas le patient un peu maigrelé. Alors, vous ne lancez pas dans ce bloc chez le patient obèse si vous n'en avez pas l'habitude chez les patients chez lesquels c'est facile. Parce que vous avez vu, l'échographie passe, mais on n'a vu ni le psoas. Le psoas, oui, mais on ne voyait pas bien le carré des lombes, on ne voyait pas le plexus. Je ne voyais pas les vaisseaux en profondeur du tout. Donc, on était à la limite de ce qu'apporte l'éco-guidage. Mais c'est dans ce cas-là qu'on est content d'avoir la neurostimulation. Bien sûr. Là, on va y avoir du gros travail au studio pour reprendre ces images. Voilà, pour finir, pour le dernier... De nous expliquer un petit peu tout ça. Les 9 dernières minutes. Merci à vous. Okay. Au revoir. Merci beaucoup.
Alors, comme dit mon ami Laurent, il dit non, on va pas les reprendre en fait les images parce que là c'était un peu. Non, bon, juste pour dire, écoutez, franchement, merci à tous les deux. D'abord pour ces images avec le Viscan Air qui ont très très bien montré la vessie, puis l'antre gastrique, et puis ensuite la partie échographie avec le Vivid I sur évidemment l'intérêt d'utiliser l'échographie et cardiaque et transthoracique qui nous a très très bien montré Mathieu l'intérêt. Et puis derrière, un bloc lombaire postérieur dans une vie au bloc opératoire de tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas ce que nous montre évidemment Manoj Karmarkar dans la majorité de ses films dans les congrès, où il fait ça chez des petites personnes qui habitent à Hong Kong, des Chinois de Hong Kong qui font 42 kilos et qui évidemment sont relativement simples à montrer. Elles pèsent 3 fois moins que le monsieur qu'on vient de voir. Et évidemment, aucune insulte au monsieur qu'on vient de voir, c'est simplement pour dire que c'est compliqué de temps en temps. Toutefois, tu t'es adapté. C'est bien ça l'intérêt d'associer les deux techniques, Olivier. Tu t'es adapté pour nous montrer qu'on pouvait quand même faire le bloc lombaire par voie postérieure chez ce patient. Donc je sais que Laurent va nous montrer juste 2-3 images pour nous montrer justement les deux possibilités d'utilisation de l'échographie pour le bloc lombaire postérieur, c'est-à-dire la partie shamrock et la partie paramédiane sagittale. Oui, alors si on peut basculer. Juste avant, concernant les coqueurs, on ne va pas leur prendre, mais là, moi, j'ai passé les 60, et là, je m'adresse au quadra et au quinca. Vous avez vu, là, tous les jeunes qui sortent maintenant, ils savent faire de l'écho. Donc, c'est pas forcément très compliqué. Les coqueurs, ça s'improvise pas. Il y a des formations qu'on peut apprendre assez rapidement. Je sais qu'à Marseille, ils ont organisé quelque chose qui tourne bien. Je ne sais pas si vous sur le POCUS aussi. Voilà. Et je pense que réellement, il faut s'y mettre, quoi. Je vous montrerai, si on a le temps, un tout petit cas clinique après, pour vous montrer que c'est quand même, il n'y a pas besoin d'être, vous avez vu, on y arrive assez rapidement, même sur un patient peu échogène. Et donc, je pense qu'il faut, il faut s'y mettre. Il y a des basiques à apprendre. On a dit qu'il y avait 4 pour la loco régionale. Il y a des basiques à avoir pour le POCUS, et je pense que c'est vraiment important. Et il faut s'y mettre, quoi. Voilà. Sinon, de toute façon, on fera à votre place, quoi. Donc, les deux approches. La première, donc, c'était avec le fameux signe du trident, et donc qui avait été proposé par Karmakar. Donc, avec, vous retrouvez ce que vous avez expliqué. Mais qu'on n'a pas pu voir malheureusement, mais c'est ça le trident, voilà. C'est les transverses, et entre les apophyses transverses, c'est le muscle psoas, d'accord. Alors là, on voyait pas le plexus, c'était un des premiers papiers, je crois que c'est Kirchner le premier, c'était vraiment des images très rudimentaires. Maintenant, bon, en plus ça tombe bien parce que c'est des images que j'ai piquées à... Donc là, voilà, une autre image du signe du trident. Voilà. Et puis, donc, ça, c'est des images que j'ai piquées à Olivier, qui m'avait filé il y a quelques temps. Avec, donc, on a ici, on voit l'aiguille qui va s'approcher. On voit bien, donc, pas trop mal, on va dire, le signe, en tout cas, deux des 3 branches du trident. Il va se mettre entre les deux. On devine ici cette structure. Voilà, et en fait, on va voir l'injection après. Une fois qu'il a positionné, où il va injecter un petit peu d'air. Et donc, on va voir se dessiner le plexus au moment de l'injection. Voilà. Donc voilà, donc c'est des images d'Olivier. C'est des images effectivement qui, même si c'est pas encore une fois optimal, mais c'est quand même des images qui sont évidemment supérieures à celles qu'on voit. L'autre approche qu'il vous a montré, vous avez ici la coupe, c'est donc la coupe transverse. On va mettre un peu d'échographie. Donc vous voyez ici, on repère, on a l'ombre de l'apophyse transverse qui va cacher en fait. Donc on voit pas bien on peut difficilement voir le plexus, par contre on peut deviner le psoas. Donc après, il suffit de changer d'étage et de trouver l'endroit où il n'y a plus. Et effectivement, là, on visualise voilà, le psoas et peut-être ici, je n'irai pas mouiller, mais peut-être ici le plexus à l'intérieur. Voilà. Et on voit bien donc les érecteurs du rachis ici et le carré des lombes qui est ici. Voilà. Et donc le shamrock, 1, 2, 3. Voilà, le trèfle, puisque c'est... avec les... on va peut-être me faire un peu de dessin, voilà. Hop, hop, et hop. Voilà.
Donc c'est qu'un trèfle. Alors, à 3 feuilles. voilà. C'est un trèfle à je 3 sais, feuilles. mais c'est un Non, trèfle, c'est pas moi, vraiment qu'on soit un bien trèfle à 3 d'accord. Hein. Je vois. Non, ça m'arrête. C'est un trèfle à 3 feuilles. Voilà, mais- c'est tout ce qu'on va dire. Non, ne rigolez pas. Il va tout de suite enlever ce dessin. C'est un trèfle à 3 feuilles, ne nous trompons pas. Voilà, donc j'arrive plus à l'enlever. Donc, C'est le genre de voilà, truc. c'est bien fait, de l'honnête, ça t'apprendra à faire. Voilà. Et donc, on va représenter. Donc, vous avez une autre image de dissection derrière qui va. Enfin, une coupe. Hein, et vous retrouvez effectivement voilà, les différents repères. Le psoas avec à l'intérieur. Donc, on va pareil à côté. Voilà, on redessine les érecteurs du rachis, le psoas, le carré des lombes et ce fameux psoas. Voilà, et après, on va aller très très rapidement, mais j'avais juste gardé l'injection. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose, on combine toujours avec le neurostimulateur, mais au fur et à mesure, on voit se dessiner, au fur et à mesure de l'injection, qu'on a repéré, et on voit apparaître le plexus.